Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 8 idées qui nous ralentissent quand on est à la recherche de la richesse et de l'indépendance financière. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler ensemble de 8 idées qui nous handicapent, qui nous ralentissent quand il s'agit de développer notre indépendance financière et nos richesses. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un autour de vous, eh bien n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors sans plus tarder, on va voir aujourd'hui 8 idées qu'on a en tête et qui nous handicapent, qui nous ralentissent quand on travaille à développer notre indépendance financière. La première idée, elle nous a été inculquée dès le plus jeune âge à l'école. On est tous allés à l'école, l'école est obligatoire en France, et en fait, c'est cette idée qu'on doit aller à l'école, ensuite on va peut-être faire des études supérieures pour avoir un travail, ensuite on va travailler 40 ans de notre vie, et ensuite on va pouvoir peut-être économiser, peut-être placer notre argent, mais c'est quelqu'un qui va faire de l'argent avec notre argent, et puis ensuite on va être à la retraite, on va peut-être pouvoir profiter si on est en bonne santé. Et malheureusement, je me rends compte aujourd'hui, et mes deux parents étaient dans l'éducation nationale, donc je sais de quoi je parle, eh bien ce système est quand même plus ou moins fait pour nous garder pauvres. À l'école, il n'y a pas de cours sur l'éducation financière. On n'apprend pas qu'est-ce que la mécanique des intérêts composés, comment fonctionne un prêt immobilier, comment fonctionne l'immobilier, comment déclarer ses impôts, comment investir son argent, les principes de base de la finance, les principes de base de l'entrepreneuriat. Et en fait, je me rends compte que la mission de l'école, eh bien, pour 40%, c'est de nous socialiser. Un autre 40%, c'est aussi de nous normaliser, de nous faire rentrer dans le moule et de faire de nous de bons citoyens. Alors, c'est très bien que l'on se respecte les uns les autres et qu'on agisse de façon civique, mais il y a seulement 20% d'instruction réelle et en plus, on apprend des choses qui sont totalement inutiles. Moi, j'ai appris cosinus sinus, j'ai appris à faire des intégrations par partie. À aucun moment dans ma vie, je me suis servi de ces outils. Par contre, des outils qui pourraient nous être utiles à tous ne sont pas enseignés. Et donc la première des idées qu'il faut se sortir de la tête, c'est que on va à l'école et une fois qu'on a fini l'école, on arrête d'apprendre et on va voir un travail ensuite dans lequel on va peut-être évoluer, etc. En fait, il faut continuer d'apprendre constamment. Il faut continuer à se développer. C'est en justement développant ses connaissances et ses compétences qu'on va pouvoir devenir une meilleure personne, qu'on va devenir une meilleure version de soi-même et qu'on va pouvoir aussi progresser professionnellement, que ce soit en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur. Si vous augmentez vos compétences et vos connaissances, vous avez plus de valeur sur le marché du travail tout simplement. Et donc se sortir de cette idée où on était à l'école, on a appris ce qu'on devait apprendre et maintenant c'est fini. Et ce modèle-là peut-être fonctionnait pour nos parents, mais aujourd'hui c'est révolu et je suis convaincu que nous devons tous continuer à apprendre tout au long de notre vie. En plus, c'est très bon pour notre cerveau, ça permet même de prévenir certaines dégénérescences du cerveau. Donc je vous encourage tous à trouver quelque chose, ça peut être une langue, ça peut être développer vos compétences professionnelles, ça peut être jouer d'un instrument de musique, n'importe quoi, mais continuez d'apprendre. La deuxième chose que l'on se répète tous, c'est qu'on est le centre du monde. Et bêtement, on se dit que voilà, les autres pensent à ce qu'on est en train de faire et qu'ils nous jugent, etc. À des degrés divers, mais on a toujours cette impression comme s'il y avait un éclairage qui nous pointait et que tout le monde nous regardait. Et moi, je me suis rendu compte de ça quand j'étais au collège. Je faisais des fois des choses parce que je voulais rentrer dans le moule ou je me disais si je fais autrement, eh bien, qu'est-ce que les autres vont penser? Et en fait, quand je suis passé au lycée, très peu de gens du collège sont allés dans ce lycée-là. Et donc, j'ai pu recommencer un peu à zéro et j'ai commencé à un peu me fiche de ce que les gens peuvent penser. Et ensuite, quand j'ai commencé ma carrière de DJ, j'étais à Strasbourg et j'ai décidé de partir à Paris pour recommencer à zéro dans la capitale. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, une fois de plus, je suis reparti un peu de zéro. Et là, je me suis dit, mais je fais ce que je veux, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Et en fait, si on réalisait
à quel point les gens pensent rarement à nous, on serait moins concerné par ce qu'ils peuvent penser. Et regardez-le, même pour vous, vous n'êtes pas toujours en train de penser à ce que fait cette personne ou cet ami, vous êtes tout le temps en train de penser à votre vie. Eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Donc je me répète, si on passait moins de temps à se soucier de ce que les autres peuvent penser de ce qu'on fait, on se rendrait compte qu'en fait, ils ne pensent pas à nous et c'est très rare. Et cette réalisation, elle nous permet tout simplement de faire plus. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, du fait de normalisation sociale et de code, et je ne veux pas sortir du moule, ou qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, etc., eh bien on s'empêche de faire certaines choses. Qu'est-ce que mes parents vont penser si je fais ça? Qu'est-ce que mes parents vont penser si je quitte mon boulot pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Ou mes amis? Et il y a une autre chose sous-jacente, c'est qu'on n'est pas effrayé par l'échec potentiel qu'on pourrait avoir si on se lance dans une aventure ou dans une autre. On est effrayé par ce que les gens pourraient penser de nous si on échoue. Et une fois de plus, si on retourne le modèle, les gens ne pensent pas à nous autant qu'on voudrait le penser. Et donc, bien sûr, si vous échouez, il y en aura qui vont ricaner et qui vont se moquer de vous ou qui vont dire gna gna gna, je te l'avais bien dit, peu importe. Si vous vous lancez dans quelque chose, vous le faites pour vous. Si vous échouez, vous allez apprendre, vous devenez meilleur. Donc, au final, se défaire de cette idée de que les autres vont penser et est-ce que ça m'empêche de faire quelque chose, etc. Vraiment se détacher de l'opinion des autres et faire les choses pour soi, pour ce que l'on a envie, pour la personne qu'on veut devenir, c'est super important et ça nous libère, ça nous rend le pouvoir de pouvoir faire les choses et de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire. La troisième chose qu'on répète souvent tous, c'est de ne pas questionner la réponse. Je prends un petit exemple. Vous êtes employé, vous demandez une augmentation à votre supérieur hiérarchique, il vous dit OK, je vais voir, il se renseigne avec la RH, il revient vers vous et dit c'est pas possible. Vous pouvez vous dire bon OK, je retente dans 6 mois. Mais vous pouvez aussi peut-être ne pas être satisfait avec la réponse et questionner cette réponse. Et vous pouvez donc par exemple aborder votre supérieur hiérarchique en lui disant OK, pas de problème, je voudrais gagner tant et tant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir prétendre à ce salaire? S'il n'est pas en capacité de vous répondre, eh bien, il va falloir que vous ayez chercher la réponse ailleurs. Mais en questionnant la réponse qui vous a été donnée, en n'acceptant pas le non, eh bien, on trouve toujours d'autres moyens d'arriver à notre objectif. Et ça, c'est super important. Moi, je m'en suis rendu compte quand je me suis justement installé à Paris. Et mon budget, c'était 10 euros par jour. Le paquet de cigarettes, je fumais encore à cette époque-là, il devait être un peu plus de 6 euros. Donc si je m'achetais un paquet de cigarettes, il me restait moins de 4 euros pour me nourrir sur cette journée-là. Donc 10 euros par jour, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai des amis qui me proposent l'été de partir en Corse pour Calvin de Rocks, le festival. Ils voulaient aller au camping, je me suis dit ok, c'est solution économique, l'équipe est bien, je vais avec eux. Et j'ai passé de super vacances au point que je ne voulais pas rentrer. Je suis rentré à Paris et à ce moment-là, je faisais des extras à l'hôtel Coste et je me pointe à l'hôtel Coste pour travailler et en fait, ils avaient changé les plannings et avec mes vacances qui m'avaient coûté 3 fois plus cher que prévu, ils avaient changé les plannings et je travaillais 6 fois moins que prévu. Autant vous dire que j'avais un petit souci d'argent. Donc je me suis dit, il faut que je reparte en Corse. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris mon téléphone avec les quelques numéros de téléphone que j'avais. J'ai commencé à appeler. J'ai envoyé des emails. J'ai contacté des restaurateurs en leur disant, est-ce que vous n'avez pas du travail? Et au final, je suis tombé sur une DJ qui était entre Paris et Calvi, qui avait besoin d'une formation dans le son. Moi, je sortais justement d'une formation d'ingénieur du son. Donc je lui ai proposé, voilà ce que je peux t'enseigner. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu viennes rapidement. Je lui ai dit, pas de problème. Elle m'a envoyé un billet d'avion, je suis redescendu. Et au courant de la semaine où justement je lui donnais des cours, l'un des restaurateurs que j'avais contacté eh bien, m'a contacté en me disant, j'ai quelqu'un qui s'en va, est-ce que tu peux descendre en Corse pour travailler? Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, je suis déjà là. Et en fait, j'ai passé tout mon été en Corse et je suis rentré avec plus d'argent que je n'aurais fait en continuant à travailler mes extras au cost. Donc, l'un dans l'autre, je n'ai pas accepté le fait que je ne puisse pas repartir et j'ai tout fait pour justement pouvoir repartir en Corse. Je n'ai même pas payé le billet d'avion, fantastique. Et ça m'a vraiment prouvé que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on n'accepte pas le non, eh bien, on trouve la solution, on contourne, on prend un autre chemin, mais on trouve la solution et on arrive à y parvenir. Donc, questionner les réponses
qu'on vous donne, c'est super, super important. Ensuite, une quatrième chose, et ça, moi je le fais encore beaucoup, j'arrive pas à m'en défaire, c'est essayer de tout faire vous tout seul. On se dit souvent, bon ok, alors je vais faire ça tout seul, je vais me débrouiller, on se renseigne, etc. Et au final, déjà le résultat n'est peut-être pas celui qu'on espérait, on y passe pas mal de temps, et je me rends compte aujourd'hui que par moment, eh bien, il vaut mieux déléguer ou payer. Et pourquoi? Eh bien parce que bêtement, si on délègue et qu'on paye, c'est une sorte d'investissement parce que ça nous dégage du temps que l'on peut investir justement sur nous-mêmes pour apprendre. Alors c'est pas pour scroller sur Instagram ou pour regarder des séries sur Netflix, non, non, non. Mais le fait de justement sous-traiter nous permet de nous dégager du temps et d'investir sur nous-mêmes. Et en investissant sur nous-mêmes, on augmente nos connaissances, on augmente nos compétences, on augmente donc notre valeur sur le marché du travail, ou alors en tant qu'entrepreneur, eh bien, on fait du meilleur travail et donc notre société ne s'en porte que mieux. Et ça devient un cercle vertueux. Alors comme je vous le disais, moi j'essaye tout doucement de m'y mettre à ça, j'ai beaucoup de mal parce que je veux faire tout seul pour pouvoir justement comprendre comment tout fonctionne. Mais par moments, je me rends compte de la perte de temps et d'énergie que je peux avoir. Et justement, pour certaines choses, maintenant, je me dis, OK, est-ce que je peux justement eh bien, sous-traiter cette tâche ou sous-traiter cette tâche? Et pour cela, Naval Ravikant propose de se fixer un taux horaire idéal. Et donc moi, je me suis fixé comme taux horaire un nombre assez fou. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, c'est 1000 euros de l'heure. Et donc dans l'idée, il faudrait que je sous-traite toute tâche qui ne me rapporte pas 1000 euros par heure. Alors j'ai choisi volontairement un nombre super haut pour justement gagner en perspective. Aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas les finances de tout sous-traiter autour de moi, mais ça me donne de la perspective et ça me permet de voir des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour aussi voir un peu le résultat que j'ai derrière. Et donc ça me permet justement de prendre de la perspective et de me dire, ah, peut-être que là, le bon choix, ce serait de sous-traiter et de me dégager du temps pour justement me concentrer sur des choses soit qui me plaisent, soit sur des choses qui me rapportent plus d'argent. La cinquième chose qu'il faut qu'on arrête tous également, c'est le FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est-à-dire vos amis vont au restaurant et vous dites « Ah, mais je vais louper ça, ils vont passer un bon moment sans moi ». C'est pas grave. Si vous avez prévu ce soir d'étudier parce que vous avez comme projet de savoir parler japonais et ce soir vous apprenez le japonais, eh bien apprenez le japonais. Ne sacrifiez pas vos projets à moyen long terme pour un plaisir immédiat. Et surtout dans le sens où, si ça se trouve, cette soirée, ça va pas être la meilleure soirée du monde. Moi, j'en suis bien conscient. J'étais DJ pendant 20 ans. Toutes les soirées ne sont pas les mêmes soirées du monde, mais quand j'avais des gens qui partaient à Ibiza où il y avait toujours une soirée à faire, eh bien, j'avais par moments ce FOMO et puis j'ai travaillé sur moi-même et je me suis dit non, ce soir je sors pas ou je vais pas à Ibiza pendant une semaine et je vais rester en studio et produire de la musique que j'aime. Et au final, en rétrospectivement, je me suis rendu compte que j'étais très content eh bien, d'être resté chez moi, d'avoir travaillé sur ma musique. Donc ce FOMO, c'est difficile de s'en défaire, mais vraiment, c'est super important parce qu'en plus des fois, on s'associe un style de vie qui n'est peut-être pas forcément celui qu'on voudrait, parce que on veut plaire à certaines personnes ou que nos amis font ceci, alors on veut faire la même chose, etc. Donc ça nous permet justement de nous détacher un petit peu, de réfléchir à ça, d'être un petit peu plus conscient avec comment on emploie notre temps, de justement de gagner du temps, car une fois de plus, notre temps, eh bien, c'est notre bien le plus précieux, et ça nous permet justement, de façon consciente, eh bien, d'allouer ce temps à quelque chose qui est important pour nous. Ça peut être investir en soi-même, apprendre quelque chose, ça peut être aussi développer une activité annexe pour justement un jour peut-être en faire une entreprise. Ça peut être différentes choses, ça peut être, comme je le disais un peu plus tôt, apprendre à jouer d'un instrument de musique, peu importe, mais faire quelque chose qui est important pour vous. Et en fait, c'est tout simple. Pour tuer le FOMO, il suffit de trouver du sens dans ce que vous faites. La réalité est neutre et vous choisissez le sens que vous donnez aux événements qui vous arrivent. C'est comme ça que vous retrouvez le pouvoir. Je m'explique. Admettons, vous faites l'expérience d'un accident de voiture où vous faites des tonneaux. Vous en sortez sans aucune égratignure. Vous pourriez prendre cet événement, lui donner une signification totalement différente. D'un côté, vous pourriez vous dire « Ah, je suis traumatisé, je ne veux plus jamais remonter dans une voiture ».
alors qu'il ne vous est rien arrivé, hein, mais ça peut être une des significations que de vous donner à cet événement qui vous est arrivé. Ou alors vous pourriez vous dire: «Oh mais c'est super! J'ai fait l'expérience de faire des tonneaux dans une voiture comme on voit dans les films et j'en suis sorti indemne». Alors j'ai peut-être pas forcément envie de recommencer tout de suite, mais vous voyez bien que les 2 significations sont différentes pour un même événement. Et quand vous vous rendez compte justement que vous avez le pouvoir de choisir la signification que vous donnez à cet événement ou à cet événement, ça vous redonne le pouvoir et ça, c'est fantastique parce que ça vous permet de décider du sens que vous donnez aux choses qui vous ont arrivé, mais également aux choses que vous allez faire. Et ça, c'est primordial si vous voulez justement avancer et devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. La 6e chose, c'est d'arrêter de se préparer et de passer à l'action. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer du tout, mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se prépare, on se documente, on cherche, on recherche, et puis on trouve toutes les bonnes raisons de ne pas se lancer parce qu'il y a peut-être ce risque-là, et peut-être ce risque-là, et peut-être qu'il va se passer ça, et au final, même si on se prépare si bien, on n'aura jamais envisagé tout ce qui peut se passer. Donc, réduire le temps de préparation et passer à l'action. Et un exemple pour ça, ce serait de se dire, vous voulez apprendre à vendre. Eh bien, vous pourriez passer 20 heures à lire 10 livres sur la vente. 2 heures par livre, vous lisez vite, hein, boum, boum, boum. Et de l'autre côté, vous pourriez passer 20 heures à faire des ventes au téléphone ou face à face avec quelqu'un. Eh bien, vous allez plus apprendre et vous serez plus compétent en ayant passé 20 heures à faire de la vente plutôt qu'en ayant passé 20 heures à préparer votre première vente en lisant des livres. Alors je ne dis pas que les livres ne vont rien vous apprendre, pas du tout. Au contraire, ils vont pouvoir vous donner des astuces, des tactiques afin d'être encore meilleur, mais vous serez bien plus efficace en vente après 20 heures de vente que après 20 heures de lecture, tout simplement. Et donc, souvent, les gens veulent s'en lancer dans quelque chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer un instrument de musique, commencer une activité annexe parce qu'on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on veut tester l'idée. Peu importe. Mais souvent, en fait, les gens repoussent la première heure de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Ça peut même amener des regrets, alors qu'au final, cette première heure, le plus rapidement on y passe, eh bien, le plus rapidement on peut commencer à emmagasiner de l'expérience, à faire des erreurs, à devenir meilleur, à s'améliorer. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Donc vraiment, réduire le temps de préparation. Une fois de plus, il faut quand même se préparer, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie. Mais ça ne sert à rien de passer des mois et des mois et des mois et des mois à se préparer. 7e chose, et ça, c'est peut-être un peu moins répandu, mais je pense que c'est très 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 important, c'est de se dire qu'il y a une façon de devenir riche à million en 60 ou 90 jours. Il y a des influenceurs qui vendent des formations comme ça ou des e-books où vous allez avoir tous les secrets pour être riche en 60 ou en 90 jours. Eh bien, bêtement, ça ne fonctionne pas. Pour devenir riche, eh bien, ça prend du temps. Il faut travailler, il faut avancer. Alors, il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres, mais bêtement, ce genre d'annonce, c'est pas vous qui allez devenir riche, c'est une personne qui devient riche sur votre dos. Donc une fois de plus, je ne dis pas que ce type de produit, vous n'allez rien apprendre. Une conférence sur comment devenir riche ou un livre sur comment devenir riche en 90 jours ou une formation, peu importe. Ce que je dis, c'est que c'est quelqu'un qui fait de l'argent sur votre dos. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais vous n'allez pas devenir riche en 60 jours. Donc abandonnez cette idée et venez plutôt avec un plan, une vision moyen-long terme de là où vous voulez arriver et de justement planifier à rebours comment y arriver. Ça ne va pas prendre 60 jours, ça ne va pas prendre 90 jours, mais une fois de plus, pour en revenir à la leçon précédente, vous pouvez vous préparer, avoir une stratégie, mais passer à l'action le plus rapidement possible. C'est ce qui va vous rapprocher de vos objectifs le plus rapidement possible. Et la 8e chose que l'on fait tous également, et on est vraiment, depuis tout petit, on est un peu éduqué comme cela, c'est-à-dire que quand on ramène une bonne note de l'école, eh bien on est récompensé, nos parents nous disent que c'est bien, on a peut-être un bonbon, quoi que ce soit, et puis aujourd'hui c'est pareil, avec les réseaux sociaux, on a ces rushs de sérotonine, les algorithmes sont faits pour justement nous récompenser constamment, et c'est pour ça qu'on continue à scroller, parce qu'on se prend ces décharges d'endorphine et de sérotonine. Mais en fait, quand on veut arriver à ces objectifs à moyen et long terme, il faut arriver justement à retarder la récompense et à arriver à avancer
sans pour autant voir le résultat de son travail et se récompenser. Ils ont fait une étude avec des enfants où ils disaient à un enfant, voilà, est-ce que tu veux un marshmallow maintenant ou est-ce que tu veux 2 marshmallows dans 5 minutes? Et ils étudiaient justement les comportements. Et justement, ceux qui arrivent à contrôler leur impulsivité et à se dire, oh, 2 plus tard, et ensuite, l'idée ce serait même de dire, au bout de 5 minutes, tu peux en avoir 3 dans 1 heure, et ainsi de suite. Et allonger, allonger, allonger. Et en fait, on se rend compte que plus on arrive à retarder ce besoin d'être récompensé, eh bien, le travail qui est achevé est plus gros et la récompense est plus grosse également. Donc arriver à se défaire de cette nécessité d'être récompensé immédiatement et de pouvoir avancer sans voir le fruit de son travail, sans voir les résultats. Il y a une technique pour cela, c'est de trouver du sens dans ce qu'on l'on fait. Et c'est aussi ces petites victoires et ces petites récompenses qu'on se donne tout au long du parcours qui peuvent justement nous permettre de repousser et d'attendre pour avoir cette grosse récompense au bout. Et ça, c'est super important quand on a des projets assez ambitieux parce que pour faire quelque chose de grand, il faut du temps. Et donc, bêtement, si on cherche à avoir une récompense tout de suite ou alors qu'on est frustré parce qu'on n'est pas récompensé tout de suite, ça va vraiment mettre de la friction dans le système. Donc, vraiment, une des choses très très importantes quand on a des objectifs, c'est d'arriver à retarder ce besoin d'être récompensé. Donc voilà les amis, j'espère que ces 8 idées vont vous permettre de réfléchir et de mettre certaines choses en perspective. Moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de partager cela avec vous. Bien entendu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager avec cette personne, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Si vous voulez mettre le sourire, vous pouvez mettre un petit like. Naturellement, vous inscrire et appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.